Thomas Pinal, Cyril Gane, les gars, c'est dans un peu moins d'un mois, 25 octobre prochain. J'en profite pour vous dire qu'on organise un voyage à Abu Dhabi pour la Fight Week. On y sera tous les deux avec Big Rusty. N'hésitez pas, ça se passe dans l'espace description. Et puis Ça s'affiche ici. mais revenons à nos moutons. On parle de Thomas Pinal. Thomas Pinal qui a partagé des éléments liés à son physique. On parle de 11,2% de body fat pour quelqu'un qui pèse plus de 115 kg, ce qui est assez impressionnant, Rust. Bah en fait oui, et puis disons, tu vois, bon, tu vois un mec comme Alain Galani, bon, il te dit qu'il fait 5% de body fat, tu fais bon bah c'est monstrueux, bon j'atteindrai jamais ça, donc de toute façon c'est juste monstrueux, mais voilà. En fait ce qui est intéressant c'est que il a pas toujours été à 11% de body fat, Thomas Pinal. Et là comme on vous le montre en fait, c'est pas des trucs en mode le doigt levé ou tu sais avec des pinces ou je sais pas trop quoi, c'est il a été faire vraiment un test complet, bah, je sais pas chez qui, mais visiblement un spécialiste qui lui a fait tout un compte rendu. Et donc parmi ce compte rendu, on a effectivement le fait que bah, sur ces 115 kilos ou un peu plus, il fait 59 kilos de muscles purs. Et donc ce qui fait ouais, effectivement voilà, un petit 11,2 ou je sais plus trop quoi, 11,5. Et donc ce qui est intéressant, c'est que 11,2. 11,2%. Et ce qui est intéressant, c'est donc surtout que bah, quand on regarde ses premiers combats à l'UFC, très clairement, il en est pas là. Et ça veut donc dire surtout qu'il y a une progression et que s'il montre ça, ça veut dire que là, il montre bien qu'il n'a jamais eu des résultats comme ça, je pense. Tu vois. Voyons ça après le générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Thomas Pinal qui nous montre ça, et même une évolution tous les 3 mois qui est assez impressionnante. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'on va vers un prime Thomas Pinal, en tout cas physiquement. Et c'est pour ça, comme tu l'as dit Rust, hein, qui nous montre tous ces résultats qui sont évidemment impressionnants pour quelqu'un de ce physique-là. Parce que si vous êtes dans cette normalité, à savoir entre lightweight et welterweight, 70-77 kg, c'est un peu plus simple. Là, on a un gars qui se trimballe quand même avec une carcasse impressionnante. Et comme tu l'as dit, c'était pas du tout le même Thomas Pinal quand il est arrivé à l'UFC en 2020. Bah ouais voilà, disons quand il est arrivé en 2020, tu sentais que, et il l'a dit lui-même, hein, c'est pas nous qui analysons, mais que il avait pas les mêmes régimes d'entraînement, il avait pas les mêmes régimes alimentaires, il avait pas la même rigueur et pas le même sérieux dans ce qu'il faisait en dehors des entraînements, que ce soit dans comment il se nourrissait, comment est-ce qu'il vivait sa vie avec les proches qu'il avait, les fréquentations, etc. Et voilà, il l'a dit, c'est après que je me sois blessé au genou dans le combat contre Curtis Blades que j'ai vraiment fait tabula rasa, et puis que j'ai complètement tout changé. Et donc, non seulement il y a eu une évolution petit à petit après ce combat contre Curtis Blades, mais là, vraiment, il a l'air d'être arrivé à son pic, on va voir, mais en tout cas d'avoir absolument tout fait depuis des années maintenant pour arriver au meilleur de sa forme. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans les vidéos qu'il poste sur YouTube. Je sais qu'il nous montre que ce qu'il veut nous montrer, mais dans ce qu'on voit de sa vie et de ses entraînements, en fait, par exemple, tu vois, la toute dernière, bah, alors c'est pas dans cette vidéo-là où il montre cette fiche-là, où il a tous les chiffres, mais en tout cas, il montre ce qu'il mange dans une journée, comment est-ce qu'il s'entraîne, etc. Et il y a une phrase qui dit à un moment donné qui, pour moi, résume assez bien. C'est le soi. Qu'est-ce que tu vas dire? Abonnez-vous. Abonnez-vous et likez le pouce bleu. Mais en gros, il dit, le mec lui demande, le caméraman, ah, ça a pas l'air mal ce que tu manges, c'est pas fou, mais voilà, ça a l'air bien. Et en gros, Thomas Pinal lui répond, ah mais en fait, mec, là, quand je suis dans ces camps d'entraînement là, je ne considère même pas forcément que c'est de la nourriture et j'en attends pas de goût spécial. C'est juste pour remplir mes macros, pour engouffrer ce que je dois engouffrer, tout ce qu'il faut, les calories, les protéines, les machins. Et je fais même pas attention au goût, c'est mécanique en fait. Donc, et j'ai trouvé ça intéressant parce que vraiment ça résume à quel point il est même plus, enfin tu vois, il est complètement en mode machine. Il est même plus forcément dans une recherche de quoi que ce soit en dehors de ses entraînements. Tout est, comment dire, optimisé et tout tourne autour de la performance, rien que la performance, et le plaisir passe en second. Alors il dit quand même que voilà, le dimanche il fait des petites cheat meals, il parle du fait que voilà, il mange une petite pizza ou je sais plus trop quoi le dimanche. D'ailleurs il en profite pour passer un énorme scud à son fils. Je sais pas si son fils est en surpoids, mais en tout cas à un moment donné son fils prend la cam et demande, alors papa, c'est quoi tes cheat meals? Et Thomas Pinal répond, moi c'est la pizza, et toi c'est tous les jours les cheat meals, non?
Et donc, je sais pas si jamais son fils est en surpoids, c'est une des plus grosses bastos qu'un père n'ait jamais mis à son fils en caméra, je pense. Bon, peut-être pas quand même, mais en tout cas dans le monde du MMA. Mais du coup, c'était assez rigolo. Et effectivement, ça résume bien là où il en est et la manière dont il gère sa vie et ses camps d'entraînement. Et d'ailleurs, même dans cette vidéo, il dit aussi que la raison pour laquelle il mange autant et pour laquelle il engouffre autant, et pour ceux qui s'intéressent au macro, parce que je sais qu'il y a toujours des fans Trop de des chiffres. digression, Rusty, trop de digression, tu m'as perdu. Pas forcément, parce que là, je vais donner les Vas-y. chiffres de ce qu'il bouffe, par Ah exemple. voilà, alors vas-y. Donc, bah non, bon, pourquoi digression? On parlait de Parce que là, son t'allais vers le entraînement. macro, tu m'as perdu, Rust, tu m'as perdu. Mais je crois que les macros, c'est les chiffres, enfin, je crois, hein. Donc, en gros, il est entre 6100 et 6700 calories par jour. Il boit entre 8 et 10 litres d'eau par jour. Il engouffre, cumulé sur tous ses protéines shakes et les repas, 348 grammes de protéines par jour. Et là où c'est intéressant, c'est que, et vous allez voir là où je vais en venir surtout, mais en gros, j'ai été voir sur le site de decathlon.fr et ils disent que c'est entre 0,8 et 1 gramme de protéines par poids de corps qu'il faut théoriquement prendre par jour. Par exemple, je fais 79 kilos, bah, ça ferait genre 79 grammes de protéines qu'il faudrait que je prenne. Ça vous donne une idée, il fait 115 kilos Thomas Spinal, il prend 3 fois plus de protéines que ce dont il aurait besoin. Mais là où j'allais avec ça, c'est, il le dit aussi dans cette fameuse vidéo où il décrit son régime d'entraînement, c'est il dit en fait, je suis là à un moment de mon camp d'entraînement pour Cyril où je m'entraîne tellement dur tous les jours. Et il disait, par exemple, aujourd'hui, il sortait de sa session de prépa physique, il avait dit, bah, j'ai failli vomir là, par exemple, juste rien que ce soir. Et il dit, je m'entraîne tellement dur qu'en fait, non seulement il faut que je mange comme un énorme porc pour compenser ce que je dépense en termes de, pas juste de calories, mais d'énergie, de tout, de prod, de machin. Mais il dit, et en plus, je suis tellement dans le rouge constamment dans ce camp d'entraînement que mon système immunitaire prend ultra cher et donc qu'il faut vraiment que je fasse attention à ce que je mange, comment, les vitamines et les machins, parce que je me mets dans le rouge tous les jours. C'est vous dire où il en est en fait. Attention au surentraînement, Tom. Attention au surentraînement. Certes, aussi. Et c'est vrai que depuis son combat donc contre Curtis Blades, où il s'était blessé, le monsieur, donc il était à 113,9 kilos à la pesée. Ensuite, son retour contre Tibura, 117 kilos. Le combat contre Pavlovich, 118,6 kilos, mais c'était en short notice, blessé au dos, enfin condition évidemment particulière. Et son retour contre Curtis Blades, il était à 113,9 kilos. Et là, je crois que dans ce qu'il a partagé les chiffres, il est à quoi, 115,2, Ouais. c'est ça? 115,7. 115,7. Et c'est là où moi je me pose la question quand même, en c'est tu penses enfin, à peu près à quel kilo il va arriver Thomas Spinal? Parce que j'ai tendance à me dire qu'il va peut-être être de plus en plus léger au fur et à mesure et que contre Cyril Gane, il aurait tout intérêt à se préparer plutôt à un combat assez long. Mais c'est vrai que globalement, et on en reparlera évidemment quand on fera la grosse preview, mais Thomas Spinal ne sait combattre que d'une seule manière, de toute façon. Oui, ouais. Ben oui, et puis on va voir quelle approche il a, mais disons, il aurait probablement tort. Non, je sais pas, mais d'essayer d'y aller comme d'habitude, c'est-à-dire de dépasser Cyril, de le mettre au sol rapidement, ou en tout cas. Tort de faire ouais. ça, tu veux dire? Eh ben, il aurait tort de s'en priver. Ah oui, de le oui, faire. complètement. Ouais. Oui, je partage ton avis. Parce que c'est vrai que là aujourd'hui les stats, hein, si je regardais, mais enfin, s'il arrive à maintenir ça contre Cyril, c'est que le combat ne dure pas. Mais aujourd'hui, il est à 8,07 frappes mises par minute, troisième plus gros score all-time. Devant lui, il y a Joshua Van qui est donc un flyweight à 8,86, puis un takedown average de 3,27, 100% de réussite au takedown. Bah, c'est pour ça. En fait, c'est un peu c'est pas vraiment un dilemme, mais c'est, vu que Cyril, on sait qu'il n'y a pas de problème, il peut tenir sur les 5 rounds et qu'il n'est pas facile, sauf si t'es John Jones ou Francis Ngannou, mais à mettre la main dessus et à mettre au sol. Ben, en fait, c'est un peu le dilemme de est-ce que j'y vais comme d'habitude, sachant que ça a marché contre quasiment tout le monde à l'UFC et je lui mets la sauce et la misère dans les premières minutes, au risque de me crever et que je n'ai pas l'habitude, en tout cas dans la cage, ce qui est différent de l'entraînement, de faire les 25 minutes. Ou ouais, voilà, donc est-ce que j'y vais à fond ou est-ce que en la personne de Tom Espinal, est-ce que je fais attention, je suis plus prudent ou en tout cas j'y vais un petit peu moins comme un bulldozer, mais au risque donc d'être moins efficace dans son style. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et puis sur ta question de comment est-ce qu'il va arriver sur le jour du combat, bah je sais pas
Mais si là, il est à 11% de body fat et qu'il en est très fier au point de poster le truc, bah, je vois mal comment il pourrait être beaucoup moins lourd le jour du combat, parce que ça voudrait dire qu'il serait encore plus slim, et ce qui me paraît fou. Donc ce qui voudrait dire qu'il a pris donc du muscle. Ah bah ouais, oui, je pense. Hein. En Bah, un s'il an. poste ça, c'est que, et vu qu'il est à 115 kilos, presque 116, et avec ce body fat, ça veut dire qu'effectivement, il doit être très fier d'être à ce poids qui est un poids de forme qui est quand même assez énorme, avec un truc aussi bas, et ouais, donc je pense qu'il a pris du muscle, hein, effectivement. Mais ça a l'air de pas mal bouger parce que je sais pas si t'as l'évolution, parce que son évolution au total, tu sais, quand il avait c'était sur 6 mois, je crois, et en 6 mois, il avait perdu, je sais pas, il part pas à 117 kilos sur Ah, c'est sur les possible. chiffres qu'il avait. Attends. Et donc oui, c'est là où moi j'ai trouvé ça, enfin que c'était assez intéressant dans ce qu'il avait partagé, c'est que tu vois en avril il était à 115,5 kilos, Ok, en juillet il était à 117,6 kilos, et là en septembre 115,6 kilos. ok. Donc ils sont quand même des, enfin tu vois, et c'est là où je trouve ça un peu compliqué, c'est que et pareil son body fat, tu vois, il était à 12,4 en avril lorsqu'il pesait 115,5, en juillet 13,1% lorsqu'il pesait 117,6, et là en septembre 11,2 alors qu'il pèse 115,6 kilos. Ok. Ok, ok. Donc je trouve que c'est peut-être un peu compliqué d'en tirer des conclusions peut-être définitive, alors que ça varie quand même de manière assez hardcore. Puis enfin t'as aussi ce truc là de, je sais pas ce qui, imaginons le mec a posté les résultats du mois de juillet après un week-end de raclette et puis tout ce qu'il Le veut, raclette. et là forcément les gens se disent ouais la dinguerie, putain, évolution de fou. Et effectivement aujourd'hui, après un mois de camp d'entraînement bien entamé contre Cyril Gane, forcément le changement va être assez impressionnant. Ouais, parce que là, je suis sur Essentially Sports, mais je leur fais pas trop confiance. Ils disent que, as per the only official record, donc pour le seul truc officiel, il est dit que Aspinal, quand il n'est pas en compétition, est aux alentours de 127 kilos. Ça me paraît, surtout maintenant, depuis Ouais. quelques années, ça me paraît impossible Mm. avec son nouveau régime d'entraînement. Mais donc, est-ce que tu es en train de dire Que que ce c'est une podcast fraude, finalement oui. ne sert à rien finalement, puisque du coup on ne peut en tirer aucune conclusion. Non, aujourd'hui, je trouve que ça sert. Là, à l'instant T, au moment où il poste ça, ça sert parce qu'il est en plein camp d'entraînement. Donc ça permet d'avoir des vraies infos. Le problème que j'ai avec ça, c'est effectivement dans quel état était Thomas Spinal au mois d'avril, dans quel état il était au mois de juillet. Parce que je crois qu'il était d'ailleurs assez régulièrement présent aux événements UFC. Il avait, à mon avis, il s'entraînait, mais il n'avait pas le même régime d'entraînement aujourd'hui et même régime tout court. Donc, tu sais, si tu compares toi, top shape, en pleine prépa, face à toi, tranquille, c'est pas du tout la même personne, tu vois. C'est sûr. Donc, Ouais. enfin, typiquement, moi, je sais qu'après une semaine de vacances, bah, j'ai pris 5 kilos et faut pas me demander quoi que ce soit. Et 2 semaines Ouais. après, par contre, je vais reprendre mon régime normal et ça va être pas mal. Donc, c'est juste ça. Aujourd'hui, effectivement, à l'instant T, le mec a l'air vraiment d'être dans une shape dingo. Mais vraiment dinguissime. En juillet, je ne sais pas où est-ce qu'il en était. Et comme tu dis, et je pense effectivement que le fait qu'il ait partagé ça aujourd'hui, c'est parce qu'il est très fier des résultats actuels. Et je pense que vraiment, 11,2% de body fat quand tu pèses C'est 115,7 monstrueux. kilos. Ouais. Oh En là vrai, c'est là. monstrueux. Oh là 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 là. Ouais. Bah, après, euh, C'est pour ça, mais je- j'aurais bien aimé avoir les chiffres de Cyril aussi. bah, exact, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce que j'ai envie de dire, Mais oui, oui, c'est très bien, c'est joli tout ça, mais ouais. Cyril, lui, toute l'année, il a une shape encore plus impressionnante que celle de Tom. Bon, après, oui, je sais, ça sert à rien. De toute façon, l'histoire de shape, sinon Mariusz Pudzianowski serait champion de l'UFC, donc, et Oui. Fedor serait un clodo sur le bord de la route, ce qui n'est pas le cas du tout, tu vois. Oh, à peu de choses près. Tu sais que je l'ai revu faire des muscle-up Fedor il y a pas longtemps. On Hein. l'a tous revu faire des impressionnants, hein, parce que Qu'est-ce que 0% c'est technique, agréable. mais ça fonctionne. Et puis non, vraiment impressionnant, parce que plusieurs fois je fais oh, putain, il va se péter la gueule, mais non, pas du, Mais oui. pas du Mais en fait, tout. c'est ça qui est encore plus impressionnant. Tu sens qu'il le fait à la zob. La manière dont il retombe avec ses mains comme un espèce de gorille là, de dos argenté, c'est n'importe quoi. Mais du coup, tout en force et en zéro technique. Oui, bien sûr, il cède des jambes, mais c'est quand même archi impressionnant de toute façon. À quasi 50 piges. Mais bon, les diamants ne meurent jamais, c'est ça? Euh...
Les Non. diamants sont éternels. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Euh... eh ouais. Eh ouais. Donc bref, non, tout ça pour dire, non, moi Thomas Pinal, ça me... Mais j'aimerais. De toute façon, on posera la question en conférence de presse et tout ça. Faut avoir les infos côté Cyril. Faut avoir les Oui. infos côté Cyril Oui. sur Body Fat Co. Mais visiblement, Thomas Pinal prend ça très très au sérieux, ce combat contre Cyril. Moi, ce qui me questionne vraiment, c'est... Va y avoir le même Thomas Pinal que d'habitude, parce qu'on ne l'a jamais vu y aller plus tranquille, même contre un gars type Sergei Pavlovich, où tu vois, ça aurait été peut-être intéressant d'essayer d'amener le mec en eau profonde, mais non, Thomas Pinal ne sait pas faire ça. Et j'attends aussi, tu vois, parce que là, on fera d'ailleurs sûrement un post là-dessus, là, sur les, tu sais, toutes les stats de foot Thomas Pinal, parce que le mec est dans, quand vous regardez les leaders à l'UFC, le gars est présent absolument partout. Il peut vraiment y avoir un avant-après Cyril Gane. Ou alors, il poursuit et il roule, il continue de rouler sur tout le monde, mais tu peux vraiment avoir cet avant-après, parce que c'est vrai il a tellement peu de temps de combat aussi. C'est aberrant. Ouais. Parce que... Ah oui, c'est 2 minutes en moyenne, s'il te plaît. Ouais, bottom position time, c'est lui aussi le leader. 1 seconde, il a passé. Je ne sais pas contre qui. 1 seconde. Je sais pas. Ah, peut-être. Non, ça aurait été bâtard. Ils ont pas compté le temps, tu sais, où justement il s'écroule suite à son genou Volkov, contre... Ah, j'aurais non. dit peut-être contre Blades. Tu sais, quand il tombe. T'imagines. Ah, ce sera un truc d'enfoiré, ça. Et ça fait 0,09%. Donc pareil, les leaders de ce côté-là. Donc, bref. Mais à suivre, mais... Bon, on en parlera, mais moi je suis curieux. Enfin voilà, les gars, en tout cas ça se passe comme d'hab. Chez Wicked One, il y en a un qui est en mode lifestyle, l'autre est en mode sport. Aujourd'hui, code la sueur, moins 20%. Surtout Wicked One, les gars, et puis ça se passe également chez NutriPure. C'est naturel, c'est made in France. Là je suis sous magnésium. Tout magnésium en ce moment, on se fait une petite cure les gars, une petite cure, code la sueur, première commande, moins 10%, et vous avez moins 10% qui sont cagnotés pour la commande suivante et les barres protéinées du Big Rusty. On voulait en profiter pour placer un petit carton jaune. Petit carton jaune à l'UFC parce que oui, la machine UFC implacable. Eh bien, pas toujours. Puisqu'en Australie, enfin, les gens ne sont pas tombés dans le panneau de l'immonde main event Dominique Reyes, Carlos Hulberg. Sans surprise, Hulberg s'est imposé par finalisation ticket au premier round. Mais surtout, la carte était dégueulasse et les fans ne s'y sont pas trompés puisqu'il restait beaucoup de place avant l'événement, Rust. Eh oui, parce que, en fait, surtout comme ça s'est passé dans la même arène que, donc c'est à Perth, que Adesanya versus, je vais dire Pavlovich versus Duplessis. Ouais, et on a les chiffres comparatifs que tu peux nous donner maintenant. Alors, et pour l'UFC, c'était pas plus de peur que de mal. Parce que Duplessis versus Adesanya, j'ai évidemment refermé les onglets. Les onglets. Donc, l'UFC 305 Adesanya Duplessis, nous avions 14 152 personnes pour 5,47, enfin 470 millions de 470 000 5,470 000 $ de billetterie et là donc 5,47 millions. Si je me souviens bien. Ou 5,47 millions, oui, 5 okay. millions 470 000 $. Et donc pour l'UFC Hulberg contre Reyes, mais déjà quelle horreur, putain. Pour l'UFC Hulberg contre Reyes, nous sommes à 12 543 personnes et pour 1,8 million. Donc ça veut dire qu'une recette, peut-être 3-4 fois moins importante. 3 fois peut-être. Ouais. Donc 3 fois moins de bif récolté, 2000 places vendues en moins. Et c'est mérité, et c'est vrai que ça fait plaisir. En fait, ça fait plaisir, c'est parce que, tout simplement, ça fait un peu une petite piqûre à l'UFC. Ça va pas leur faire grand-chose, hein, c'est une piqûre de moustique. Mais, bon, Perth, putain, je sais plus quel est l'état d'Australie dans lequel ils sont, qui paye l'UFC des millions pour que l'UFC vienne faire des événements. C'est dans le but de doper le tourisme et dans le but de créer un vrai événement. Bon...
Là, c'est bien, mais je sais pas s'ils seront aussi satisfaits en termes de retombées qu'il n'y a pour ce qu'ils payent en fait, et puis par rapport aux événements précédents en plus. Parce que quand on regarde évidemment le prix moyen pour l'événement d'Adesanya, c'était 387 $ par billet, et là c'était 143. Ah ouais, c'est pas la même, hein. Bah, puis surtout, moi je trouve ça abusé, si on en avait parlé évidemment, c'est que même pour un Fight Night, aujourd'hui t'as des Robert Whittaker, t'as des Dan Hooker qui étaient dispo, t'as des Adesanya évidemment, enfin, c'est ça qui moi m'a saoulé en vrai, c'est que là ils ont fait Carlos Hulberg contre Dominic Reyes, et ils en avaient sous le coup de l'UFC, parce qu'ils se sont dit, ah les gens ils vont évidemment acheter, bah non, les gars vont pas acheter. Et surtout que, on n'avait pas parlé ça aussi, et j'ai vu ça sur Twitter. C'est vrai que l'événement en termes de décalage horaire commence à 7h du matin pour les mecs en Australie. Oh putain. Donc 7h du mat, tu te pointes pour regarder un UFC avec une carte un peu éclatée. Enfin, quand t'as Jimmy Crute qui est en qui est en co-main event, bon. Ah ouais, c'est dur. Ouais. Ah ouais, donc là, il n'y a rien qu'à aller. C'était à quelle heure que ça s'était fait? C'était à horaire enfin, c'était à quelle heure pour les Australiens, Israël Adesanya versus Duplessis? C'était pareil, c'était à 7h du matin. Mais bon, t'as Adesanya contre Duplessis, le retour d'Adesanya, enfin ça se justifie beaucoup plus, je trouve. Là, vraiment, et puis, mais même les chiffres, parce qu'ils avaient fait d'ailleurs aussi, ça m'a fait péter un câble, les gars, parce que nous, lors de l'UFC Paris, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une conférence de presse. Adesanya, Nassourdine Imavov contre Caio, BSD contre Ruffy. On n'en a pas eu. Et bien là, ils avaient eu une conférence de presse. Ils ont eu une conférence de presse, Hulberg contre Reyes. Et les gars, c'est les pires chiffres d'une conférence de presse de l'UFC depuis tellement longtemps. Alors attendez, je vais sur la chaîne YouTube de l'UFC. Je ne savais même pas qu'ils en avaient fait. Ah non, mais c'était d'un malaise. C'était d'un malaise. Et donc là, les gars, on va vous donner quand même les chiffres parce que vous méritez de les avoir. Ouais, nous étions donc la conférence de presse post-fight, elle a fait 33 000 vues sur la chaîne UFC. Chaîne UFC qui a 21,2 millions d'abonnés. Et la pre-fight conférence de presse, 72 000 vues. C'est comme ça, vous allez vous dire waouh, c'est une dinguerie. Mais pour vous donner une idée, voilà là. Bah, après c'est particulier parce que c'était Ramzat contre Duplessis, mais Ramzat Duplessis, mais c'était la dernière qu'il y avait en date. Elle était à 882 000. Voilà. Bah et puis disons, tu vois, le Jean Silva contre Diego Lopez, c'est aussi une fight night. C'est une fight night. Là, c'était plus à horaire américaine, mais disons. Le main event intéressait plus, mais c'était pas un UFC numéro 2 avec une ceinture en jeu. Bah, la conférence de presse post-fight a fait 158 000 vues, et là, elle en fait 33. Ouais. C'est vrai que c'est quand même... Mais on s'en foutait. Enfin, tu vois, même la conférence de presse pré-événement de l'UFC 318, Holloway contre Poirier, qui avait pas énormément fonctionné en termes de pay-per-view et chiffres et co, était à 480 000. C'est... Non, vraiment, j'ai pas du tout compris ce qu'ils ont... Et en fait, et surtout, ce qui est vraiment cool, enfin, c'est pas en mode on est... Bon, si, on se réjouit un peu, parce qu'en fait, on se réjouit pourquoi? C'est parce que ça va peut-être enfin forcer l'UFC à arrêter d'envoyer des sandwichs aux crottes de nez à certaines villes et pas à d'autres. Et d'ailleurs, ils l'ont dit en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive quelques jours après que... C'était Marc Shapiro, je crois, dans une conférence de presse, qui disait maintenant, les villes vont devoir se battre entre elles. Et en gros, c'est un espèce de système d'enchères pour avoir accès à nos UFC. Parce qu'on a un produit premium et puis qu'on sait ce qu'on apporte. C'est pas plus mal d'avoir une petite douche là comme ça, une petite douche d'humilité de ce qui se passe à Perth. Juste après ça, ils ont raison, hein, l'UFC, tant qu'ils sont les maîtres à 100% de ce qui se passe et que tout cartonne, bah, ils ont raison de faire des bails d'enchères. Mais là, même si c'est au détriment du produit et au détriment du plaisir des consommateurs, bah, eux, ils ont raison en termes de business. Mais là, le fait que enfin ça commence, ça y est, au moins un truc, et ce sera peut-être pas le dernier, à ce qu'on voit qu'il y a des limites et que quand même les gens sont pas à 100% des pigeons non plus, c'est bien que ça arrive quelques jours après cette déclaration-là aussi. Oui, voilà, prends ça, Marc. Et côté, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir aussi, tu vois, que le BSD Dariush soit mis sur la carte de New York. Ouais. Que je trouvais un peu léger, parce que c'est vrai que là on a Islam contre Jack Della Maddalena, bon bah ça a marché. Comme event, Valentina Shevchenko contre Weili Zhang. Coco Main jusqu'à maintenant c'était Leon Edwards contre Carlos Prates, et donc là il y a BSD contre Dariush. Voilà,
Voilà, on a une vraie carte, vraie Vraie pay-per-view les gars, on est bien. Puis il y a le retour de Bonical, on a Roman Kopilov qui est là, Tracy Cortez, on sait que Rust l'apprécie beaucoup. Donc Je suis pas le seul, hein. ah non, nous sommes tous coupables malheureusement. Et donc voilà, donc on a une vraie petite carte et puis c'est un vrai test pour elle hein, contre Erin Blanchfield. Blanchfield Ouais. ou Blankfield? Bah, on dit Blanche-Neige, pas Blanc-Neige. Hein. Bref les gars. Quelques white, quelques blancos. Oh putain. Il est temps d'en finir avec ce podcast des enfers. Pour le reste, ça se passe chez Holy Moly. Révolution dans les boissons énergisantes. Thé glacé, puis, boissons oui. de réhydratation. Et Absolument. thé glacé, boissons de réhydratation. Code la sueur, les gars, sur la première commande. La sueur 5, moins 5 euros. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Et puis ceux qui n'avaient pas fait connaissance avec Bob, Oh putain. bonjour à Bob. Allez, C'est Bob le Sop. salut Bob.